alors. Oui. Waouh. Ah, mais on est trop bien aussi. Évidemment. On a des pâtes à la truffe. Santé, c'est clair, tellement. Du coup, j'ai un peu des daddy issues un peu. tiens, mais cette chemise. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, June. June a 37 ans, et avec elle nous avons discuté de non-binarité et d'écriture inclusive, de la Vierge Marie et de Pas de patrouille, d'invisibilisation, des portées de chatons et des pommeaux de douche, mais surtout de respect. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? En ce moment, non. Pas trop, non. Je me reconnais pas trop là-dedans. Je me pose beaucoup de questions vis-à-vis de ma féminité. Qu'est-ce que ça veut dire, la féminité ? Pourquoi je devrais encore en jouer ? Pour qui ? Du coup, là, ça se voit pas, mais je m'habille beaucoup ample, confortable. Je ne mets plus de robe. Récemment, j'ai réessayé de mettre une robe et c'était pas moi. Je me suis pas reconnue. J'ai plein de robes dans mon placard et je sais pas quoi en foutre. Parce que quand je les mets maintenant, je me dis mais pourquoi en fait ? Je pense que je fais un rejet de tout ça. Parce que peut-être que j'ai plus envie de plaire aux hommes. J'ai plus envie d'avoir de remarques dans la rue ou de remarques tout court en fait. Mais je portais beaucoup de trucs mini à une époque. J'étais très féminine et tu m'aurais posé la question il y a encore 2-3 ans. Bien sûr que j'étais contente d'être une femme. Bien sûr. Je me posais pas les mêmes questions qu'aujourd'hui. Ça a évolué entre-temps. Qu'est-ce qui a changé du coup ? Mon orientation sexuelle. Mon féminisme. D'abord, mon féminisme. Depuis que j'ai lancé Jouissance Club, ça a été une grosse claque pour moi. Parce que je suis arrivée sur Instagram, j'étais pas vraiment féministe en réalité. J'étais un bébé féministe. Pour moi, c'était juste lutter contre les inégalités hommes-femmes. C'est basique. Et puis en fouillant un peu, en lisant, en rencontrant d'autres féministes plus radicalisées, j'ai commencé à peaufiner un peu cette vision-là. Et oui, pour moi, la féminité, ça devenait quelque chose de plus en plus abstrait à chaque fois que j'ouvrais un nouveau livre. C'était quoi avant pour toi, être féminine justement ? Eh bien, c'était plaire aux garçons. J'adorais ça. J'adorais ça, plaire aux garçons. Ça légitimisait mon existence. Tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une petite fille ? Mon père était très heureux d'avoir une petite fille parce qu'avant moi, il a eu 3 garçons. Donc j'ai 3 grands frères. J'ai l'impression que ça lui plaisait parce que peut-être que c'était trop conflictuel avec ses fils. Parce qu'il y a une espèce de combat de coq qui se mène entre père et fils, qui sera le mâle alpha, qui remportera la coupe du mâle alpha de la famille. Et probablement qu'il voyait en moi la possibilité d'avoir des relations plus douces. Ouais, je sais pas. Ma mère, je pense, elle était contente aussi parce qu'elle aimait bien me faire des tresses et faire du shopping folies avec moi. Et du coup, ça a été le cas ? T'as eu une relation douce avec ton père ? Non, plutôt conflictuelle finalement. Il s'attendait pas à avoir une fille comme ça, peut-être qu'il se rebellait un petit peu trop. Non, j'ai eu des relations très conflictuelles avec mon père depuis quelques années où on arrive à un petit peu mieux discuter maintenant. Parce qu'enfin, il s'ouvre un peu au féminisme, il m'écoute et ça me fait du bien, ça nous fait du bien. C'est avec ma mère maintenant que j'ai des relations conflictuelles. Marrant ça. Aujourd'hui, elle s'éveille un peu au féminisme ou pas du tout ? Pas du tout. Elle est même presque contre ça. Dès que j'en parle, elle lève les yeux au ciel. Elle pense que je déteste les hommes, alors que c'est pas du tout le cas. Elle veut pas en entendre parler parce que peut-être que ça remettrait trop de choses en question dans sa propre vie. Et pour l'instant, j'ai vraiment du mal à avoir des discussions là-dessus avec elle. Ils occupaient quel rôle, tes parents, au sein de ta famille ? Des rôles basiques. Si tu veux, ma mère, elle avait un travail elle aussi, donc mais bon, quand même, elle s'occupait du ménage, de la bouffe, les enfants.
Et puis mon père, il était il travaillait beaucoup aussi, mais il s'occupait des travaux à la maison. Enfin, il se répartissait les tâches comme ça. Et une famille basique, patriarcale, lambda, quoi. Et toi, petite, ça te faisait drôle ou ça te paraissait complètement normal d'avoir justement ces tâches qui étaient réparties mais très genrées? Non, je trouvais pas ça normal très tôt. Parce que à table, il y avait mes 3 frères et puis on me disait à la fin, June, a de ta mère à débarrasser. C'était moi qui devais débarrasser. Et très petite, je me suis dit, mais c'est pas normal. Pourquoi ? Parce que j'ai une vulve, je dois débarrasser la table, j'ai plus d'aptitude à débarrasser. Quelle est votre motivation ? Pourquoi ? Et je disais, c'est pas juste, et tout le monde s'en foutait, et je débarrassais la table. Et encore aujourd'hui, c'est les femmes qui débarrassent la table chez moi, pourtant je me bats beaucoup là-dessus. C'est dingue. Tu pouvais beaucoup discuter avec tes parents ? Non, je me suis jamais trop sentie écoutée dans ma famille, donc je suis très vite partie de la maison. Parce que j'avais l'impression que quoi que j'avais à dire, c'était pas assez construit, pas assez intéressant, que de toute façon, ils allaient forcément me dire un truc du genre « Mais non, écoute-moi, moi je sais, j'ai vécu avant, donc t'inquiète. » Ou alors « Écoute ton frère, lui il sait aussi. » Et puis tout le monde savait mieux que moi, donc je suis vite devenue taiseuse. Je disais pas grand-chose et dès que j'allais voir mes copains, là par contre, je me lâchais. Du coup, la sexualité, c'est pas un truc dont tu pouvais discuter avec eux, t'en parlais plus avec tes copains? J'en parlais beaucoup avec mes amis, ouais, non, pas avec ma famille. Non, jamais. Ma mère, un jour, elle m'a dit, tiens, j'ai acheté cette boîte de préservatifs, ben voilà, prends-le. Et voilà, ça s'est terminé à ce moment-là, notre conversation sur la sexualité. Elle t'a même pas fait le pitch Ah non. Non, parce que, oh là là, mon père est tombé un jour sur mon journal intime où je sortais avec un mec, j'avais 14 ans, j'étais encore vierge, et puis j'expliquais que ça fait plusieurs fois qu'avec Bidule, on essaie, j'avais l'accent avant, donc j'essaie de me remettre dans le contexte. Donc on essayait il a essayé de me pénétrer, mais comme elle était trop grosse, ça marchait pas, donc la prochaine fois on va réessayer, Et mon père est tombé là-dessus, il a fouillé, clairement. Et ça a été, pendant 3 jours, il n'a pas pu me regarder dans les yeux, il était trauma. Non, on parle pas de sexualité à la maison. Est-ce que tu te rappelles du coup de ton premier souvenir par rapport à la sexualité ? Je me suis beaucoup masturbée avec une copine sur des coussins. On devait avoir 7-8 ans et je me souviens très bien de la chambre dans laquelle on le faisait parce qu'il y avait un portrait de la Vierge Marie et à l'époque je croyais en Dieu, j'étais là oh, non c'est horrible, elle me regarde et je me frottais quand même, je disais mais je peux pas m'arrêter et sa mère elle tapait à la porte, qu'est-ce que vous faites les filles, rien mais on savait déjà que c'était un truc qu'il fallait cacher et moi la Vierge Marie qui me matait dans les yeux là, j'étais là non, ouais, c'était mon premier souvenir. Et mes Barbie et Ken, ils niquaient tout va. Hein. Je les faisais se frotter, c'était tout. J'en pouvais plus. Mais je sais que depuis toute petite, oui, ça me chauffe là-dessous. Ça fait du bien à mon zizi quand je touche là. Et du coup, ouais, c'est bien sûr, je savais ce que ça... J'entendais mes parents faire l'amour. Et je me levais pour aller écouter de plus près parce que ça m'interpellait. Du coup, pour toi, c'était quoi faire l'amour ? Eh bien, je crois que pour moi, faire l'amour, déjà, c'était forcément un garçon et une fille. Hein, c'était l'hétérosexualité, ça ne pouvait pas être autre chose. Parce que tu sais, quand tu es petite, on te demande « Alors, tu as un amoureux ?» Ou quand tu as un garçon « Alors, tu as une amoureuse ?» Donc, tu es forcément hétérosexuel. Je crois que j'arrivais pas à m'imaginer concrètement ce que ça pouvait être si c'était un pénis qui rentrait dans un vagin, mais je savais que ça avait un rapport avec nos sexes. Et c'était peut-être quelque chose d'un peu sale. Du coup, comme t'avais l'air d'être une enfant qui était assez intéressée, est-ce que t'as assez vite fantasmé ta première fois ? Fantasmer, non, j'avais envie de la faire vite pour faire comme les autres. Je l'ai fait à 16 ans, en colo. Vite fait, bien fait. C'était ni nul. Enfin, non, c'était pas bien. C'était pas ouf.
J'avais pas forcément envie de le faire avec un garçon dont j'étais amoureuse, parce que je tombais pas forcément amoureuse si facilement. Et puis non, j'avais envie que ce soit bâclé, quoi. Allez, on y va, on le fait, et comme ça, c'est fait. Tu ressentais une pression à le faire ? Ouais, à 16 ans, je me suis dit, bon, tout le monde l'avait fait, je crois. Je sais pas, je me sentais peut-être un peu en retard, je me disais que c'était l'heure, il était temps, enfin... Je me mettais une pression sans vraiment me la mettre, mais je savais que, comme j'étais assez mignonne, je pouvais le faire quand je voulais, donc c'était pas une pression pour moi. Je me disais, bon, bah cet été, je vais niquer, je pense. Je sais pas avec qui, mais je vais le faire. Et est-ce que t'as eu l'impression que ça a changé la façon dont tu te percevais de l'avoir fait ? Ah bah ouais, ça y est, j'étais une femme, hein. Ah ouais, c'est bon, hein, j'étais sur le marché, là. C'est surtout que ça m'a moins impressionnée, du coup. Je me suis dit que c'était bon, j'étais lancée et que maintenant je pouvais niquer à tout va. C'est ce que j'ai fait, figure-toi. Après, j'ai enchaîné, j'ai niqué avec tout ce qui bougeait. Enfin, c'était tellement un monde merveilleux qui s'ouvrait à moi, tu t'imagines même pas, quoi. Plaire aux garçons et en plus avoir droit à des relations sexuelles à chaque fois, ouais, trop bien, j'en veux tous les jours. C'était épanouissant ? Je sais pas si je dirais que c'était épanouissant, je sais que c'est quelque chose que j'aimais faire profondément. Ce que j'aimais le plus là-dedans, c'était le raconter à mes copines parce que ça faisait toujours des histoires trop marrantes à raconter. Mais je sais pas si c'était épanouissant parce que plusieurs années plus tard, je me suis regardée dans le miroir en me disant peut-être que je me sens un peu sale. J'irais pas jusqu'à dire que je me sentais sale, mais je l'ai beaucoup fait et pas forcément pour les bonnes raisons. Donc non, c'était pas forcément épanouissant. Tu le faisais pourquoi, tu penses ? Je pense que je le faisais pour me sentir validée par la gente masculine, ouais. Mais ça, je pense que je suis pas un cas isolé. Je te vois hocher la tête. On connaît l'histoire. Mais oui, been there before. Been there, done that. Ouais, j'avais ce besoin d'être validée. Et comme je m'estimais pas ni intelligente, ni marrante, ni quoi que ce soit, c'était le truc qui me restait pour me sentir... pour avoir l'impression d'appartenir à quelque chose. J'y prenais du plaisir, bien sûr. Sinon, j'aurais arrêté. Mais c'était de la validation, complètement. L'année dernière, j'ai eu un déclic parce que j'ai eu plusieurs expériences désagréables avec les hommes. Ça s'est enchaîné, en fait. Et la dernière, je me suis dit que j'en avais marre, je voulais plus continuer là-dessus. Je me sentais pas respectée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, bien sûr que depuis le début, c'était des expériences sexuelles pas épanouissantes où moi, j'avais jamais d'orgasme. Bien sûr que je me concentrais beaucoup sur le plaisir de mes partenaires, mais jamais trop l'inverse. J'étais pas satisfaite sexuellement. Mais c'est parce qu'à 20 ans, j'avais déjà expérimenté quelque chose d'incroyable avec un mec. Sur une centaine de mecs avec qui j'ai couché, un seul mec m'avait touchée de manière totalement inattendue. Du coup, j'avais cet exemple-là et tout au long de ma vie, j'ai essayé de chercher à retrouver un peu ce mec-là, si tu veux, en vain. Mes expériences sexuelles étaient pas méga satisfaisantes en même temps que je continuais à le faire parce que j'avais besoin toujours d'éprouver du plaisir. C'est quand même agréable de se faire pénétrer, quoi qu'on en dise. Et donc le dernier mec, on est sur le point de coucher pour la première fois ensemble et je lui demande de mettre une capote alors que c'est pas à moi de le faire, hein, clairement, je suis pas sa mère, mais bon, je le fais quand même parce que je sais comment sont les garçons. Et il la met pas, il commence à se frotter à moi, je lui demande une deuxième fois, il continue à se frotter, essayer de s'insérer, je lui dis non, s'il te plaît, mets une capote pour la troisième fois. Et là, il me pénètre. Et je me suis sentie violée. Je peux le dire, je me suis sentie violée, mais pas sur le moment. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que sur le moment, j'avais tellement l'habitude qu'on me le fasse, en fait, ce coup-là, que c'était normal, que j'ai laissé faire. On a même fini de baiser tranquillement, c'était cool, j'ai souri à la fin, c'était chouette, merci. On s'est rappelé, on a passé plusieurs semaines ensemble. Et puis un jour, je me suis rendu compte, en lisant un article, probablement que ce qu'il a fait là, c'était inadmissible, en fait.
et que je l'avais déjà vécu plusieurs fois, trop de fois. Et ça m'a dégoûtée. Je me suis pas sentie respectée et du coup j'ai fait le constat que toutes les relations que j'ai eues avant étaient toxiques parce que je laissais faire des trucs qui n'étaient pas normaux. Les mecs se rendent pas compte que tu peux tomber enceinte ou que tu peux juste pécho une maladie ou que juste ça se fait pas en fait. Mon corps t'appartient pas. Et c'est marrant parce que ce qui m'est arrivé là l'année dernière, c'est je venais de finir d'écrire mon livre. J'étais censée être complètement déconstruite là-dessus. Et je l'étais pas tant que ça. Et du coup, après lui, je me suis dit que j'allais me mettre sur Tinder lesbien. Ça t'est venu comme ça ? T'as toujours été aussi attirée par les femmes que par les hommes ou pas spécifiquement ? Non, j'ai jamais été trop attirée par les femmes. J'avais envie d'essayer comme toutes les meufs, tu sais, on se dit... Et c'est marrant. Quand je voulais essayer de pécho une meuf, c'était souvent pour plaire à un mec. Tu vois, pour l'impressionner ou l'exciter. Bref, non, je l'ai pas fait dans cette démarche-là cette fois-ci. Et j'ai pas non plus envie de dire que je l'ai fait en dépit d'eux. Parce que ce serait pas juste pour mes nouveaux partenaires. Je dis nouveaux parce qu'il y a des personnes non binaires aussi. Et je l'ai vraiment fait aussi par envie. Parce que j'ai aussi pas mal déconstruit l'orientation sexuelle, le genre ces derniers temps, et je me dis, mais en fait, si je suis attirée par un mec cis, pourquoi je serais pas attirée par une femme, ou enfin une personne affab. Affab, ça veut dire assigned female at birth, assignée femme à la naissance. Il se trouve que j'ai rencontré tout de suite cette personne qui est non-binaire, qui m'a tout de suite mise à l'aise et que je trouvais très 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 sexy. Et ça fait 1 an qu'on est ensemble et je me sens depuis le début grave respectée, grave écoutée. Et j'ai des orgasmes à chaque fois. C'est con, mais ça m'était jamais arrivé de toute ma vie. Et je suis Jouissance Club. Je n'ai jamais eu d'orgasme, ou très très peu avec mes partenaires masculins. Je me disais que c'était pas grave parce que c'était peut-être normal. Mais bon, là, ça fait 1 an qu'à chaque rapport, j'ai des orgasmes surpuissants avec cette personne-là qui connaît mon corps par cœur alors que je lui ai rien expliqué, je lui ai même pas demandé de lire mon livre ou quoi que ce soit, en fait. Elle a pas eu besoin. C'est fou. Je redécouvre mon corps, là, vraiment, à 37 ans, alors que je pensais en avoir fait le tour avec ce livre. Et pour moi, la sexualité, elle a complètement changé. Mon rapport à la sexualité a complètement changé parce que j'ai plus ce besoin de baiser tout le temps pour remplir les trous, sans mauvais jeu de mots. Je baise beaucoup moins qu'avant, mais c'est à chaque fois un moment tout particulier. Et c'est jamais la même chose. Et c'est toujours empreint d'orgasme et de beaucoup de respect et de douceur, en même temps que ça peut être parfois un peu plus costaud. Je veux dire, on fait 1 milliard de trucs et c'est chouette et c'est exactement ce que je cherchais depuis cet amant quand j'avais 20 ans qui me touchait plutôt bien. T'as l'air amoureuse. Si je suis amoureuse, peut-être que je le suis. Tu disais avant que ton éveil féministe, il s'était fait sur le tard et que même au moment où tu avais créé ton compte, tu l'étais pas encore beaucoup forcément. Est-ce que ton ouverture d'esprit, est-ce que tes connaissances sur la non-binarité, toutes ces choses-là, c'était des choses que tu avais déjà acquis avant ou c'est des choses qui se sont faites sur ces dernières années ? Tout s'est fait sur les dernières années en créant Jouissance Club. Et c'est vraiment grâce au retour des gens que j'ai pu, moi, explorer ma sexualité, explorer mon féminisme. J'étais pas du tout inclusive au début, par exemple. Je parlais de ce que je connaissais, donc c'était beaucoup, voilà, je vais donner des tips pour les personnes cisgenres et hétérosexuelles pour que les mecs puissent mieux toucher leurs meufs et pour que les meufs puissent mieux comprendre comment toucher leurs mecs. Bon, bref.
C'était très basique, jusqu'à ce que une personne, un mec trans, me dise là, tu vois, dans ton poste, je me sens pas du tout le bienvenu parce que tu dis madame en parlant d'une personne qui a une vulve, mais moi, je suis un mec et j'ai une vulve. Et j'ai halluciné du nombre de commentaires ultra violents qui ont découlé de ce commentaire-là. Tous les gens lui répondaient stop ou ta gueule ou vous nous faites chier, ma babi, bababa. Mais c'était ultra violent. Il se trouve que cette personne, je l'avais déjà rencontrée et du coup on en a discuté. Et du coup je suis allée boire un café avec lui et son mec et ils m'ont appris les bases de l'écriture inclusive. Et j'ai compris à ce moment-là, j'ai eu ce déclic en me disant « Ah mais oui, le féminisme, c'est ça, bien sûr. C'est inclure tout le monde. Je vais pas lutter que pour mes propres intérêts. C'est pas... » Bref, du coup, j'ai commencé à écrire en inclusif. C'était très difficile au début, pas pour moi, mais pour les lecteurs qui se sentaient agressés dans l'inclusivité parce que c'était tout nouveau pour eux. Et je me suis un peu accrochée parce que ouais, j'avais des messages assez violents d'amoureux de la langue française qui me disaient que j'écorchais la langue française, que c'est pas normal, blablabla. Mais en fait, moi, je trouvais ça logique de continuer cette déconstruction. Et ça l'est d'autant plus aujourd'hui que je fréquente beaucoup de personnes queer qui méritent qu'on les inclue dans notre discours. Et aujourd'hui, dans ton entourage, est-ce que tes amis, ta famille acceptent hyper facilement la nouvelle personne avec laquelle tu es ? Oui, je leur laisse pas le choix de toute façon. J'ai aucun problème avec le fait de faire ce fameux coming out, comme on dit. Pour moi, c'est juste un non-événement. Mais c'est vrai que la non-binarité de cette personne pose problème parce que les gens savent pas trop comment la genrer. Donc on va souvent la féminiser. C'est plus simple pour mes parents, c'est plus simple pour mon fils, même si mon fils comprend le concept. C'est vrai ? Ouais, bah oui, je lui ai expliqué, c'est cool. Il a 5 ans, il est petit, mais ils comprennent très très vite à cet âge-là. Je lui ai expliqué que... Bref, je vais essayer de lui expliquer avec des mots simples l'homosexualité, la pansexualité. Enfin, j'y vais doucement parce qu'il a quand même que 5 ans, parce que c'est des concepts qui sont encore un peu peut-être compliqués. Mais il voit bien que je suis avec une personne qui me ressemble et c'est cool. Je suis fière qu'il puisse voir autre chose qu'un couple lambda hétérosexuel, même si j'ai rien contre les hétérosexuels. Hein. C'est juste que... Au moins, ça l'ouvre à quelque chose de différent et je l'entends souvent reprendre ses amis ou ses cousins dire c'est pas mal d'être homosexuel parce que des fois les enfants ils ont des remarques un peu débiles. Ah moi je serais jamais pédé. Ok. Violent. C'est violent petit enfant. Et mon fils reprend et dit mais il y a pas de mal à être homosexuel, c'est normal d'être homosexuel. Je l'adore, je lui fais des bisous et tout. Mais bon. Il y a l'école et tout ça. Ah ouais, est-ce que tu as une petite amoureuse, tout ça. Je trouve ça très difficile d'élever un petit garçon parce qu'il y a plein de choses qui sont hors de ma portée. L'école, les dessins animés, qui sont souvent très sexistes, hein, finalement. Tu vois, je sais pas de patrouille qu'il adore. C'est que des petits chiens masculins, ils sont cool. Il y en a un, c'est le rouge, l'autre, c'est le bleu, l'autre, c'est le jaune. Ils font des trucs un peu... Et puis, il y a la petite chienne Stella qui est toute en rose, qui a une voix très aiguë. Et c'est la seule fille. Et elle est représentée encore avec cette espèce de code couleur qui m'énerve. J'en peux plus de voir ça. Et forcément, il a une image de la féminité qui est nulle, quoi. Je rêve d'un dessin animé non genré. Alors, j'essaie de le chauffer pour regarder Gumball, par exemple, que je trouve très cool. Mais ouais, c'est pas facile. Hein. Mais du coup, je me suis quand même mise à lire le livre « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Et j'essaie d'appliquer certaines choses. Mais encore une fois, toute la société lui hurle qu'il faut être masculin, qu'il faut porter tel type de vêtements et que les filles, elles préfèrent les licornes. C'est compliqué. Parfois, j'ai l'impression de me battre contre des moulins. Son père essaie de faire le taf aussi de son côté. Et on a à peu près la même vision de la parentalité.
Probablement pas du féminisme parce que depuis que je me suis déconstruite, on n'a pas eu le temps d'en discuter. Et je pense que lui, il est resté peut-être... Je sais pas, il faudrait que je lui en parle. Et est-ce que du coup cette relation, elle t'a aidé à te déconstruire encore plus? Est-ce que t'as appris plein de nouvelles choses ou est-ce que t'étais déjà bien rodée avant? Non, j'ai appris énormément de choses avec cette personne. Elle a eu le temps de réfléchir aux questions du féminisme un bon milliard de fois. C'est une tronche, cette personne. Et puis c'est une personne racisée. Donc, en plus, on parle des questions de race, d'inégalité raciale, tout ça. Non, quand je l'ai rencontrée, j'ai eu l'impression que ma tête allait exploser tellement j'avais d'informations qui rentraient, et tellement je me suis sentie pas déconstruite et qu'il fallait que je fasse 1 milliard de choses pour arriver à comprendre et à arriver à son niveau. Ça a été putain d'intense en fait au début et je pense que ça a aussi un peu joué sur mon burn-out parce que j'ai fait un burn-out récemment. On parle souvent de ces questions-là et elle a toujours un truc intelligent à dire là-dessus. Et souvent je me sens bête parce que j'ai pas tout déconstruit. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je poste moins en ce moment sur Instagram, c'est parce que j'ai peur de dire une bêtise. Il y a tellement de monde qui me suit que j'ai peur de dire une bêtise. Peut-être que j'attends d'être finalement bien formée au féminisme, d'avoir compris, d'avoir toutes les cartes pour pouvoir me réexprimer à nouveau. Ça prend du temps de se documenter là-dessus, de se déconstruire. Et est-ce que IL est... Tiens, parce que il peut y avoir un truc de ces personnes-là, tu vois, peut-être qu'elles sont fatiguées de faire de la pédagogie avec des partenaires qui sont pas aussi sensibilisés qu'eux, ou peut-être justement qu'ils le font avec beaucoup de bienveillance. Oui, et elle me l'a dit dès le début, je voulais pas me remettre en couple avec une blanche. Et je comprends parfaitement, parce que ça doit être fatigant au quotidien. C'est comme être en couple avec un mec, finalement, non mais c'est vrai, tu dois lui expliquer plein de trucs au quotidien, parce que parfois il déborde, Et elle a eu beaucoup de patience avec moi parce que elle sait que je me remets beaucoup en question. Je pense que ça le rassure de voir que je nie pas en bloc ce qu'elle me raconte ou que je me bute pas quand on m'envoie un reproche, que je dis pas mais non j'ai jamais dit ça, que je m'excuse et que j'essaie de faire des efforts. Tiens, est-ce qu'il y a des couples qui te servent de modèle? Des couples qui me servent de modèle? Ouais. Ouloulou. Sexuellement, tu veux dire? Ou non, en général? Ou amoureusement, enfin des gens où tu te dis ça a l'air vachement cool. Ah là là. Oui, j'ai des amis, ça fait des années, 15 ans qu'ils sont ensemble, ils sont trop beaux, je les trouve magnifiques. Moi, j'ai jamais réussi à tenir plus de 6 ans avec quelqu'un, donc je suis assez jalouse de ça, en même temps que je suis admirative. Ils font toujours l'amour, ce genre de trucs. Je sais pas si j'aurais envie d'être eux, par contre, parce que je suis quelqu'un d'assez indépendant. C'est important pour toi, la monogamie? Non, c'est pas important pour moi, la monogamie. Je trouve que c'est un concept un peu faux cul. Bien que ce soit très difficile d'être polyamoureux. Pour le tester en ce moment, je trouve ça cool parce que j'ai la liberté de faire ce que je veux. Mais oui, ça remet plein de choses en question. Encore une fois, la jalousie, l'appropriation d'une personne. C'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Il faut que j'arrive à déconstruire cette histoire de jalousie une bonne fois pour toutes parce que je trouve ça malsain de ressentir ça. La personne avec qui je suis ne m'appartient pas, en fait. Et c'est pas parce que elle fait l'amour avec quelqu'un d'autre que c'est moins bien avec moi. Au contraire, ce sera complètement une expérience complètement différente. Enfin, on peut pas se comparer. Mais malgré tout, dans ma tête, quand je sais que ma personne est allée voir ailleurs, ça me ça me fait mal dans le ventre. Et je suis même capable de lui faire la gueule alors qu'on était d'accord là-dessus. Non, ça j'essaie de le déconstruire, mais c'est pas facile. Pas facile du tout. C'est quelque chose que tu avais envie de déconstruire depuis longtemps, la monogamie? Le polyamour, c'est quelque chose que tu avais envie d'essayer ou ça s'est plus ou moins alors imposé à toi, c'est pas du tout le bon terme, mais est-ce que c'est venu à toi en même temps que cette personne?
Moi, si tu veux, pour être tout à fait honnête, j'ai trompé quasiment tous mes mecs. Et à un moment, la question s'est posée, je me suis dit, je vais peut-être leur en parler. Enfin, je veux pas leur dire que je les ai trompés, mais je vais au moins leur proposer qu'on fasse, qu'on essaie, en fait, pour être honnête avec eux. Et la plupart du temps, c'était non. Ils avaient pas envie. Donc, je continuais ce que je faisais de mon côté, en me disant que c'était pas cool. Et du coup, quand j'ai rencontré cette personne-là et qu'elle m'a proposé, j'ai dit, mais oui, tout de suite, bien sûr, allons-y. Mais bon, maintenant que le sexe est vraiment formidable, je suis toujours pas allée voir ailleurs depuis 1 an, c'est fou ça. Alors que c'est ce que je voulais depuis le début, putain. Aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps et est-ce que tu l'aimes? Ah, ça c'est une bonne question. Je vois beaucoup de comptes féministes qui parlent de body positive, tout ça. J'en suis encore très loin. J'y arrive pas. J'arrive pas à m'aimer. Parce que je vieillis, je vois bien, j'ai 37 ans maintenant et j'ai eu un enfant qui a un peu déformé mon corps et j'ai passé ma vie quand même à vouloir plaire et j'avais un corps qu'on qualifierait de, tu sais, c'est quoi le mot que je cherche? Il correspondait au standard de la beauté d'aujourd'hui. Fine, voilà, je plaisais aux garçons parce que j'étais fine, tout ça, et c'était un peu ma seule raison de vivre mon corps. Donc je le choyais. Et depuis que j'ai eu un enfant, mon rapport est devenu un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que j'ai pas grossi, si tu veux. Mais à partir de 35 ans, j'ai senti le déclin. Tu sais, les muscles sont plus aussi fermes qu'avant. La peau est ridée au niveau du ventre. Je vois que je commence à avoir des rides et un double menton. Et on me parle de body positive partout et j'ai envie d'y croire, mais je suis encore un peu tiraillée des deux côtés en me disant mais non, tu es formidable, tu es belle, regarde-toi, et de l'autre côté tu es hideuse, tu n'es qu'une merde. Regarde cette cellulite immonde. Et on se regarde toutes dans un miroir déformant et parfois j'arrive à voir la beauté en moi et souvent j'arrive pas et je travaille beaucoup là-dessus. Ouais, c'est dur. Encore une fois, c'est difficile d'évoluer dans une société où on te crie tous les jours que tu n'es pas assez parfaite, que tu devrais pas vieillir, que t'as pris du poids, attention. Et être à l'aise avec son corps 100%, franchement, je suis en admiration devant les meufs qui ont aucun problème avec leur corps. C'est quoi le secret? Donnez-le-moi. Ouais. Tu parlais de ta grossesse tout à l'heure. Comment tu l'as vécue? Eh ben, pas super, ma grossesse. J'ai eu envie d'avoir cet enfant. C'était un choix. Après, encore une fois, j'avais un rapport avec mon corps qui était tellement fusionnel dans un sens que j'aimais beaucoup mon corps, que quand je l'ai vu se déformer, presque j'en voulais à ce bébé. Et non, c'était pas facile, non. Les nausées, voir tout ton corps gonflé, les remarques des gens, attention, tu manges pour 2 maintenant. Est-ce que je peux Non, ne te demande pas si tu peux toucher ton ventre, il te touche quand même. Je sais pas, non, j'ai pas kiffé. J'ai vu mon corps changer trop fort, trop vite, et ça m'a fait très peur. Et après, t'as réussi un peu à te le réapproprier ou ça a été long? Ça a été méga long, 2 ans environ avant que je retrouve un poids que je qualifierais de normal chez moi. Pareil pour ma chatte, ça a été compliqué pour me remettre à faire l'amour, à me faire pénétrer en tout cas. J'avais des douleurs de ouf. Je pense que c'était psychologique. D'abord, il y a eu l'épisiotomie qui fait que, bon, tu peux pas y retourner direct, clairement. Mais et après, c'est psychologique. Je crois qu'il y a un moment où j'en pouvais plus de cette histoire de pénétration. Il y a vraiment eu un moment où dans ma vie où je voulais qu'on fasse autre chose, et j'arrivais pas à le formuler, et mes partenaires voulaient pas faire autre chose, et c'était des douleurs, et ouais. Est-ce que tu as réussi à te ressentir assez rapidement après à l'aise nue ou pas? Non, toujours pas d'ailleurs. Ouais.
Si. Non, je dis n'importe quoi. En plus, c'est pas vrai. Il y a eu un moment où je me suis remise un petit peu à faire de sport, où j'ai retrouvé un peu le ventre. Parce que tu sais, quand tu fais un bébé, ton ventre donc se tend et d'un coup, il se détend. Et quand tu te mets à 4 pattes pour faire des, je sais pas quoi, burpees, je sais pas comment ils appellent ça, ton ventre ressemble à un 4/4 qui... un ventre de chat, tu sais, qui vient d'accoucher d'une portée de 12 chatons. Ça fait comme un cake, ouais, tu sais. Ça pend comme ça, et puis il y a des rides, et oh mon Dieu, je me suis dégoûtée à ce moment-là. Je pouvais plus me voir à 4 pattes, c'était fini. Et puis je me suis remise à faire du sport, et puis ça revient au final, hein, je vous rassure. Il suffit de retendre un peu les muscles du ventre. Mais ouais, à ce moment-là, j'ai vu mon corps revenir un petit peu à la normale. Ça m'a fait du bien, putain. Je me suis dit, oh là là, je vais rester comme ça, mais c'est affreux. Oh là là. Mais je veux pas compter que là-dessus, en fait. J'ai pas envie de me dire que c'est parce que je vais retrouver le corps d'avant que je me sentirai belle. Je suis pas d'accord. Moi, je vois des filles rondes, je vois des filles maigres, je les trouve toutes belles. Pourquoi moi, je me trouve moche? Tu vois, c'est pas... Aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères chez toi? Qu'est-ce que je préfère chez moi? Oh là là, la question de ouf. J'adore mes seins, je les trouve magnifiques. Ils sont magnifiques. Tu veux que je te les montre? Oh bah, vas-y, hein. Regardez comme ils sont Ah beaux. ouais, j'avoue. En plus, j'ai mes règles, ils sont un peu gonflés. Franchement, t'as des très très jolis seins. Merci. Franchement, le truc dessiné parfaitement. Merci beaucoup. Bah ouais. Ah, Ils sont beaux. Si un jour on doit faire des dessins de nus, si tu veux bien poser. avec plaisir. J'imagine un peu que oui, mais est-ce que vieillir, ça te fait peur? Eh bien oui, ça me terrifie, figure-toi. C'est logique, hein, finalement, d'après tout ce que je raconte. Ouais, ça me terrifie parce qu'on laisse pas beaucoup de place aux vieilles, comme on dit, dans la société. Il y a un crew de Marseillaises qui s'est monté d'ailleurs, je sais plus comment elles s'appellent. Elles veulent lutter contre ça, en fait. Parce que les meufs se sentent transparentes dans la rue, transparentes dans les bars. Tu essaies de t'adresser à une personne juste parce que c'est fun et que c'est marrant, t'es dans une bonne soirée, la personne ne te calcule pas parce que tu as dépassé l'âge limite. Là. Non, c'est hors de question. Non, ouais, c'est terrifiant de vieillir. Mais en même temps, tout à l'heure, tu disais que justement, tu t'habillais de façon très ample, etc. Parce que justement, tu avais envie de t'invisibiliser un peu dans la rue et de plus attirer les regards. Ouais. Ah bah après, je te dis pas que je suis logique dans ma... tout se mélange dans mon corps, dans ma tête, mais parce que encore une fois, je suis en pleine déconstruction. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, dans mon corps, dans la société, Et ouais, ça me va de m'invisibiliser, mais jusqu'à un certain point. Si oui, et puis là, veux. tu le décides, en fait. Ouais, quand c'est toi qui le décides, ça va. Mais quand c'est les autres qui décident que tu n'es plus personne, là, c'est non. Ouais. Et pour reparler un peu de masturbation, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques toujours? Oui. J'ai jamais arrêté. Sauf pendant ma dépression. J'arrivais pas. Mais j'ai jamais arrêté de me masturber. C'est juste trop bon. C'est juste trop bien pour la santé. Quand je suis pas bien, je me masturbe et puis d'un coup, j'ai toute cette chaleur qui m'envahit. Là, je me sens enfin bien. Et c'est surtout le truc pour plus réfléchir à rien. Je sens le vide, en fait. Le void complet. Ça fait trop du bien. Non, je continue de me masturber. J'essaie même des techniques récemment que j'avais jamais fait. J'ai repratiqué le humping l'autre jour. Comme ça, spontanément, alors que je le fais jamais. C'était cool. Je reçois plein de sextoys en plus, donc je suis toujours curieuse de savoir ce que ça fait. C'est lequel ton préf? J'ai mes chouchous. J'en ai deux de préférés. J'ai le wand. Tu sais, c'est l'espèce de gros micro là que tu poses sur la vulve et qui du coup t'envoie des vibrations très basses de fréquence et qui sont ça te prend tout le corps, c'est un truc de malade. Il y a ça, il y a l'aspirateur à clito qui est merveilleux aussi. Mais ça fait un moment que j'y ai pas touché. Moi, j'aime bien alterner parce que j'ai pas du tout envie de m'habituer à un toy. Je préfère mes mains. J'ai toujours préféré mes mains. Mais de temps en temps, pour changer, ouais, un petit sextoy vite fait.
Ouais, et le pommeau de douche. Toujours le pommeau de douche. Toujours. Alors, il y a plusieurs pommeaux de douche. Figure-toi, il y en a qui envoient que des jets, genre par plein de petits jets. T'as celui en option massage qui, je pense, fait du bien. J'ai jamais testé. Mais moi, je l'ai toujours dévissé. Ah ouais, tu peux savoir quand je me suis masturbée ou pas parce que le pommeau est toujours un peu moins bien vissé que d'habitude. Il y a toujours un peu d'eau qui sort. Suffit de perdre le joint et c'est foutu. J'ai passé des heures dans la salle de bain adolescente avec mon pommeau. Jean-Michel Pommeau. Aujourd'hui, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec tes poils ? Oh, bah, je les laisse pousser. J'ai des poils sur les aisselles, j'ai des poils à la chatte, sur mes seins. J'ai un peu plus de mal avec les jambes, je t'avoue. J'ai encore du mal à trouver ça joli et j'essaie. Je me rase très peu parce que bon, je m'étais fait une épilation définitive il y a quelques années. Et j'ai plus tant besoin de les raser. Maintenant, quand c'est long, ça se voit presque pas. Donc, Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou en fait pas du tout ? Non, franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. J'avais des troncs d'arbres à la place des poils, tu rigoles. Non, je suis contente de l'avoir fait. Et puis je te dis, psychologiquement, je me sens pas prête à avoir plein de poils sur les jambes. Pas tout de suite, peut-être bientôt. Des 5 sens, c'est lequel pour toi qui est le plus lié à la sexualité ? Ah. Il y a l'odorat pour moi qui joue beaucoup. J'ai un odorat très développé. Je peux pas en choisir 5. Ouais, je crois que l'odorat pour moi c'est quelque chose de particulier. Si l'odeur de la personne ne me parle pas, je pense que je vais pas réussir à faire quoi que ce soit avec elle ou lui. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe ? Tout oublier. Tu sais, comme quand tu finis la soirée complètement wasted, à avoir bu toute la bouteille de vodka. Tout oublier. J'aime cette idée de blackout, de néant, et penser juste à un plaisir qui t'envahit et plus au problème, plus à la vie, plus à rien du tout. Ça, sortir de mon corps. Du coup, maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? Ah là là, pourquoi j'ai voulu venir parler de tout ça ? Parce que finalement, sur Instagram, je parle pas beaucoup de ma sexualité. J'ai jamais trop expliqué ma démarche. Et surtout récemment, depuis 1 an, que je poste beaucoup moins et que j'ai envie de hurler finalement sur tous les toits que je ne suis plus hétérosexuelle et expliquer pourquoi. Je crois que ça me fait du bien de le verbaliser ici et pas sur Instagram où je pourrais recevoir des messages de mecs qui m'en voudraient peut-être de lutter contre l'hétérosexualité ou je ne sais quoi. Ouais, j'avais besoin de mettre les mots sur ce qui m'habitait aujourd'hui, je crois. Parce que je vis un truc très très chouette et que c'est pas facile de le dire sur les réseaux. Je sais que beaucoup de gens, la majorité me dirait trop cool, on est trop content pour toi, on est avec toi. Mais je sais qu'il y aurait aussi beaucoup de messages condescendants, haineux. Et j'ai envie de m'épargner ça, pour l'instant. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @EntreNosLèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Claire Sarfati et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.